rentrons dans le vif du sujet. L'illustration numérique. J'ai décomposé cette présentation-là en 4 types de dessins à la tablette. Ces décompositions-là sont discutables, c'est-à-dire qu'il y en a qui, dans certains cas, la frontière entre les deux sont floues. Mais c'est pour vous expliquer un peu les différents types de dessins, les différents types d'approches, si on veut, qu'on peut faire en art 2D numérique. Puis ça va vous aider aussi pour ce qui est du travail à la tablette qu'on a à faire pour le cours de design fiction. Donc le sketch. Pourquoi utiliser une tablette graphique dans les phases préliminaires du dessin ou pour un travail d'idéation? Eh bien, ici, dans les exemples, on a à droite des dessins qui ont été faits sur papier à l'encre et qui ont été numérisés par la suite. Et à gauche, on a des dessins qui sont faits directement à la tablette. Quels sont les avantages de procéder de la manière où on a procédé à gauche? Bien, pour arriver à une page composée comme celle de droite sur papier, il aura fallu probablement que ces dessins-là ont été faits sur un paquet de pages où il y avait plusieurs de ces dessins-là qui n'étaient pas réussis ou qui n'étaient pas présentables. Donc, il a fallu numériser, nettoyer, enlever le papier, puis assembler tout ça en une page d'évolution de concept à des fins de présentation de la démarche. À gauche, en dessinant directement en tablette, ben, on a un paquet d'avantages. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas de post-production nécessaire, on n'aura pas besoin de scanner, détourer, enlever le papier, aller scanner plusieurs pages parce qu'on avait un ou deux beaux dessins par page. On pourra tout le faire à même le même fichier au final. Aussi, ce que ça nous permet, c'est d'arriver puis non seulement d'utiliser le CTRL-Z, mais aussi d'utiliser la fonction de copier-coller. Donc, si par exemple cette partie-là ici est la même sur plusieurs de mes itérations, puis que je veux juste changer la partie qui entre dans l'oreille, ben, je pourrais copier-coller celle-là à 2-3 places, puis venir juste travailler ma partie qui rentre dans l'oreille. Je pourrais faire des opérations de miroir, par exemple, pour qu'on se rende moins compte que c'est du copier-coller. Je pourrais aussi, si jamais je me mets à dessiner et je me rends compte que cette partie-là est trop petite par rapport à l'autre, je peux toujours revenir faire des scales puis des opérations pour ajuster tout ça. Je peux, si mes proportions sont pas bonnes, les grossir, etc., etc. Donc, il y a un paquet d'avantages à dessiner à faire la phase de sketch à la tablette dès le début. Il faut juste s'habituer à accepter son mauvais dessin puis pas faire CTRL-Z systématiquement à chaque fois qu'on fait une ligne croche. Comme on voit ici, il y a des lignes qui se cherchent, il y a des lignes de construction qui sont apparentes, il y a des lignes qui étaient pas la bonne originalement, comme celle-là ici, puis on a retrouvé la bonne là, puis ils ont laissé la partie esquissée. Et ça donne beaucoup de personnalité au dessin. Puis c'est difficile de s'habituer à faire ça quand on dessine à la tablette parce qu'on a tendance à vouloir que notre première ligne soit la bonne. Donc, on fait CTRL-Z à l'infini, comme j'en parlais précédemment. Donc, c'est un réapprentissage à ce chapitre-là pour être sûr de garder toute cette sensibilité-là du dessin à la main, à la ligne, qu'on retrouvait généralement dans le dessin sur papier. Je vous montre d'autres exemples de ce que j'entends par le sketch. Donc, assez rapidement, on peut venir ajouter du gris à la tablette en dessous de notre calque de sketch, ce qui va donner énormément de prestance à nos dessins avec peu d'opérations. Ici, évidemment, je sais que c'est intimidant, c'est du monde assez pro. Là. À gauche, c'est Scott Robertson. Mais ça reste néanmoins que si on enlève le layer de gris qu'il y a là-dedans, le dessin lui-même est plutôt simple, mais juste en appliquant un peu d'ombrage à gauche, à droite, par-ci, par-là, ça fait vraiment ressortir nos propositions, ça fait vraiment ressortir notre dessin, puis ça donne un look où on perçoit très bien le 3D là, dans l'espace. Celui-là ici, là, les aplats de couleurs sont plutôt sommaires, là, c'est vraiment des taches où il y a de la lumière et du foncé, où il y a des ombres avec des gros coups de pinceau qui sont découpés d'une façon polygonale. Là. On va en voir d'autres exemples plus loin. Et voilà. Celle-là ici imite très bien le feutre. On peut aussi arriver puis faire des montages où on met nos dessins d'exploration en arrière qui sont pas colorés, puis celui-là à l'avant pour le faire ressortir. Celui-là réussit très bien à imiter un dessin sur papier. Ou je devrais pas dire imiter parce qu'on n'est pas dans l'imitation, mais on
on a le même genre de niveau de sensibilité qu'on aurait dans un dessin à l'encre avec du feutre. Ici, on en voit d'autres exemples, c'est-à-dire que ce dessin-là est extrêmement sommaire. C'est vraiment juste les passes de couleurs et d'ombrage qui font vraiment nous permettre de percevoir le 3D dans l'espace. Il y a des versions comme plus cartoon là, de certaines de vos propositions, qui peuvent très bien fonctionner là, avec un minimum de couleurs. Ici, qui a très très bien réussi sur le plan des perspectives, des proportions et tout ça. Le dessin lui-même n'est pas si complexe. C'est au niveau de l'application des couleurs, de la rouille sur la moto, des espèces de décalques où on va vraiment donner de la personnalité à notre dessin. Ici, on a quelque chose qui a de l'air d'être fait sur papier. Vous voyez qu'on a, comparativement à ça, on a de la misère à dire qu'est-ce qui a été fait, de quelle manière. Le fond ici texturé, vous auriez bien pu le faire sur la tablette si vous vouliez vraiment aller chercher une espèce de texture là, pour donner un effet de dessin sur papier. Par exemple, si vous étiez en train de monter un portfolio et que vous aviez des dessins dans un sketchbook mélangés avec des dessins à la tablette, là, vous pourriez faire ce genre de stratégie-là pour les uniformiser. Quand on parle de sketch, on pense généralement au dessin à la ligne, comme dans les exemples ici. Mais ce que ça vous ouvre comme possibilité de faire vos sketchs à la tablette, c'est de travailler avec des aplats de couleurs. Je ne sais pas si cette personne-là ici avait fait un travail à la ligne pour se donner des guides, des référents au départ, puis qu'elle a supprimé peut-être son calque en cours de route. Mais les gens qui sont rendus très habitués à travailler à la tablette, là, généralement, il y en a une partie d'entre eux qui font même plus de dessin à la ligne au départ. Ils vont tout de suite travailler avec un gros pinceau et venir effacer, venir retravailler avec le gros pinceau et effacer pour finalement arriver avec un sketch. C'est à proprement parler un sketch, mais qui est fait vraiment construit uniquement en ombre et lumière finalement, sans aucune ligne de contour. Là. Ça donne des résultats plutôt intéressants, où est-ce qu'on a une forme qui est suggérée, mais qui est pas tout à fait définie, on le perçoit, mais c'est libre à l'interprétation un peu, puis ça fait des bons points de départ pour amorcer une discussion autour d'une forme ou d'un concept. Ici, on l'a poussé encore plus loin. Là. Encore une fois, il n'y a pas de ligne de contour, on est juste dans les aplats de couleurs. Ici, là, j'en ai deux autres exemples qui sont poussés encore plus loin. Puis, c'est des gens qui ont leur propre style, chose que je vous encourage à développer, comme on va le voir un petit peu plus loin. Mais on est vraiment là, dans des gros coups de pinceau là, pour suggérer la forme. Là. Ici, là, c'est très polygonal, ça a un look très particulier, mais on comprend très bien quel est le dessin. D'autres exemples ici de gens qui sont très bons avec ce genre de technique où est-ce qu'on travaille uniquement avec des coups de pinceau. Ça ici, là, c'est vraiment là, des gros aplats de couleurs. Là, probablement que il y a des grandes parties du trait de l'arrière-plan là, qui étaient un gros coup de pinceau là, avec une brush à 2000 pixels. Puis ils vont faire comme volontairement créer des accidents avec leur pinceau, c'est-à-dire qu'ils vont explorer pendant un moment en faisant des taches de couleur, puis éventuellement ils commencent à avoir une forme qui se dessine, puis ils vont évoluer à partir de là. C'est vraiment une toute autre façon de faire de l'idéation. Là. Évidemment, on n'est pas dans le produit ici, là, mais ça serait tout à fait applicable à du design de produit comme démarche d'idéation. Là. Vous voyez ici, ce dessin-là, si on se recule, ça a l'air photoréaliste presque. Et quand on approche dans le dessin, on se rend compte que c'est vraiment des taches un peu presque aléatoires. Là. Puis c'est vraiment dans le vaisseau ici où on rentre un peu plus dans le détail. Mais tous les détails sont là sans être là en même temps. Là. Ils sont comme suggérés. On comprend qu'il y a de la mécanique ici, mais c'est vraiment des taches de couleur. Donc, bon, évidemment, on est dans la haute voltige là, en termes de talent là, de dessin, mais je vous encourage pour celles et ceux qui commençaient à être à l'aise en dessin à explorer ce genre de façon de sketcher là, c'est-à-dire avec des aplats de couleurs et tout ça. Là. Lui ici travaille uniquement en noir et en blanc, puis pourtant là, ça donne un résultat là, extrêmement intéressant, extrêmement dramatique. D'autres exemples ici. Donc, vous voyez qu'il y a des styles particuliers et qu'il y a toutes sortes de moyens d'en arriver à son illustration avec des techniques qui sont les vôtres. Nourrissez-vous de ces artistes-là. Là, ils vont probablement alimenter beaucoup votre développement de votre style. Là. Donc,
Quand on parle du dessin de rendu, donc on parle du dessin de présentation. On revient dans le produit ici parce que j'ai un point important à vous passer. Il y a plusieurs étudiants à qui j'en ai parlé individuellement, mais j'en ai rarement parlé à l'ensemble de votre classe. Il s'est, à travers le temps, là, développé une espèce de style consensuel pour ce qui est du dessin de présentation de design. Et il est généralement assez près de ces types de dessins-là. Là. J'en ai quelques-uns qui vont suivre comme exemple. Mais c'est très intéressant, on comprend très bien les volumes, c'est très clean, ça fait très professionnel, c'est consensuel, donc vous ne prenez pas de risques. Si vous apprenez à dessiner de ce genre, avec ce style de patte-là, ben, vous êtes presque sûr que les gens dans le milieu du design vont pas critiquer votre style parce qu'il y a comme un consensus que c'est le genre de dessin de design que vous devriez être en mesure de faire. Le problème avec ça, c'est que premièrement, ça uniformise énormément le dessin de design, puis deuxièmement, c'est vraiment pas tout le monde qui a ça naturellement comme patte. Et puis, vous allez tous et toutes réussir à différents degrés à dessiner de cette manière-là qui n'est pas nécessairement votre façon à vous de dessiner. Donc, on va réussir avec plus ou moins, on va avoir plus ou moins de succès à dessiner d'une manière qui n'est pas notre façon naturelle de dessiner. Puis ça m'embête un peu honnêtement, parce que je pense que c'est important d'avoir de la variété dans votre style graphique, autant pour ce qui est du dessin de design que pour ce qui est de composition plus libre, où est-ce que vous vous amusez tout simplement à dessiner pour le plaisir de dessiner. Vous voyez ici, lui, déjà, il commence un peu à sortir des conventions, c'est-à-dire qu'il conserve sa ligne, il travaille avec un mélange de Illustrator et de tablette, beaucoup en ce qu'on appelle en gradient et tout ça, mais encore une fois, on est très près du dessin de design tel que reconnu généralement. Encore une fois ici aussi, on a aussi souvent des applications de texture comme ça, où est-ce qu'on va aller chercher une texture de tissu puis l'appliquer directement sur un dessin en gradient, bien propre, bien consensuel. Mais il n'y a aucune raison pourquoi, même si on est en design de produit, vous ne seriez pas en train de développer votre propre style. Il y a moyen de représenter des produits avec votre propre patte, puis généralement, ça fait en sorte qu'on va éventuellement venir vous chercher pour justement bénéficier de vos particularités à vous et votre propre style. Ici, on a un dessin très particulier, très sensible, mais qui représente néanmoins plutôt bien le produit que cette personne-là cherche à représenter. Vous aviez vu cet exemple-là déjà dans une capsule précédente que j'ai fait, mais je le trouve particulièrement efficace. Pour ce qui est ensuite de ça, je vais vous montrer une couple d'artistes numériques qui ne font pas du produit, mais dont le style pourrait vous inspirer, je pense. Il y aurait moyen de travailler en s'inspirant de ce genre d'aplat de couleurs-là dans le design de pour faire du design de produit, de la représentation de produits. Donc, la plupart de ces exemples-là proviennent justement de ArtStation. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir le reste de leur travail, vous pourrez. Donc ici, on est vraiment proche de la peinture, là. S'ils travaillent avec un gros pinceau, les détails sont suggérés, on les devine, mais ils ne sont jamais vraiment dessinés. Ici, une grande inspiration pour moi qui est Simon Stalenhag. Il y a sûrement certains d'entre vous qui avez désormais entendu parler de lui. Il y a une série sur, je crois que c'est Amazon, qui s'inspire de ses œuvres. Et il est d'ailleurs aussi une source d'inspiration très intéressante pour le travail que vous avez à faire. Donc, je vous invite à conserver son nom dans votre mémoire. D'autres travaux de cette personne-là. Donc, il est vraiment très proche de la peinture. C'est vraiment beaucoup dans les lumières. Son travail se passe beaucoup dans la teinte des lumières. C'est toujours, ça se passe toujours un peu sous la neige d'un pays scandinave où il y a comme une espèce d'accident qui s'est produit, là, puis où il y a une invasion extraterrestre. On n'est jamais trop sûr. Mais c'est d'opposer, son travail, c'est d'opposer l'espèce de tranquillité de la banlieue à des éléments super menaçants comme ceux-là. Bon, en tout cas, vous irez voir son travail, je vous le recommande chaudement. Encore lui.
Mais comme vous pouvez voir, il n'y a aucune ligne de contour. On est vraiment dans la peinture numérique. Un autre artiste ici dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, qui fait aussi du travail très peinture, que je trouve extrêmement inspirant. D'autres exemples ici, où est-ce qu'encore une fois, là, ces textures-là sont faits avec des pinceaux là, particuliers que vous pouvez télécharger sur Internet à gauche et à droite. Là. Donc c'est vraiment un travail autour de la couleur et de la forme de son pinceau. Là. Donc, encore une fois, ici, on est très dans les aplats de couleurs, dans les taches, on devine les formes, il va aller... tu vois, ici, il y a des intégrations, on va en parler un peu plus tard, là, mais il y a clairement des intégrations de vrais tissus, ou la phase de l'air climatisé ici qui provient, là, c'est du photobashing. Ça va être l'objet du présent travail là, que d'utiliser ces techniques-là, justement. Ici, un travail d'un autre artiste dont je ne vais pas prononcer le nom, qui est super intéressant. Encore une fois, c'est vraiment des formes géométriques. Si on zoome, c'est vraiment des formes géométriques la plupart du temps qui sont découpées presque au lasso polygonal et presque toute sa composition est faite à partir d'aplats de couleurs plutôt simples une fois qu'on est zoomé suffisamment. C'est vraiment un travail autour de la lumière qui fait la beauté de son travail. Un autre exemple ici intéressant, encore une fois, il y a des techniques d'intégration mélangées à ça. Je pense que le bateau dans l'arrière-plan ici là, est probablement pris dans une photo. Même chose pour les espèces de voitures scrap là, qui sont dans le désert. Donc, il y a vraiment un travail là, où on a de l'intégration de photos mélangées avec du dessin à la ligne. Et donc, il y a vraiment un style très cartoon. Mais si vous étiez en train de représenter un produit avec ce genre de patte-là, même si on n'est pas dans le dessin de design au sens convenu du terme, là, je suis prêt à gager que tout le monde, vous seriez en train d'épater la galerie. Là. Un autre artiste, lui, il est plus conventionnel dans sa ligne, mais ses proportions sont très cartoon. Là. C'est peut-être pas toujours applicable au design de produits, mais ce que je veux vous montrer par lui, c'est sa méthode. Il part comme ça avec une grille de perspective que vous pouvez vous générer via Photoshop directement, que vous pouvez ramasser sur Google à gauche ou à droite, ou que vous pouvez faire à partir d'un 3D duquel vous faites un screenshot, puis dans lequel vous vous mettez à dessiner. On voit qu'il cherche sa forme pendant un moment là-dedans. Ensuite de ça, il passe à une espèce de forme, ce qui était traditionnellement de l'ancrage à l'époque où on travaillait sur le papier. Donc, il précise ses lignes, il les met au propre. Et puis, il travaille avec un aplat de couleur gris. Et il va aller faire ses ombres et lumières sur un autre calque. Et avec un calque en mode couleur, il va venir colorer son dessin. Je travaille avec une technique qui est très, très proche de ces étapes-là. Ici, on a un de mes dessins que certains d'entre vous avez déjà vu. Je pars de... Là, ici, dans le cas présent, je n'avais pas fait de grille de perspective, tout simplement parce que j'avais mis une moto qui était dans le bon angle en arrière-plan, puis je dessinais par-dessus, juste pour garder la perspective en référence. Donc, vous voyez que j'ai fait plusieurs itérations, j'ai essayé toutes sortes de formes sur plusieurs calques de différentes couleurs pour en venir finalement avec une moto dont je n'étais pas satisfait au final et que j'ai rechangé encore une fois à la fin. Donc, vous voyez, mon style à moi ressemble pas mal à ça là, quand je fais de l'illustration, autant dans le produit que dans le dessin pour mon propre plaisir. Donc, j'ai un style qui est très cartoon. Ça passait très bien dans le jouet, mais je suis aussi dessiné avec ce style-là quand je faisais du design d'espace, du design de mobilier, puis ça m'a jamais posé problème, bien au contraire. Les gens appréciaient la fraîcheur de mon style, qui se détachait justement des dessins plus convenus que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous dis pas d'aller dans ce style-là, peut-être que vous détestez ça, puis vous auriez bien le droit, mais mon point est plutôt de trouver votre propre patte à vous-même. C'est un autre de mes dessins ici pour justement le groupe Daily Spit Paint dont je vous parlais tout à l'heure sur Facebook. Donc c'était un thème qui était Deep Canyon. Il fallait faire un dessin en moins de 30 minutes et c'est un des dessins que j'avais fait pour ce groupe-là. Donc c'est vraiment, c'est presque tout dessiné au lasso polygonal avec des aplats de couleurs. Donc ça permet de dessiner très très vite puis d'avoir un effet qui est quand même satisfaisant. Donc,
On commence à rentrer dans les techniques mixtes d'une manière générale. On va parler de Photobash, je vais vous montrer plusieurs exemples de ça, puis c'est l'essence du présent travail. L'idée du Photobash, c'est-à-dire que vous vivez à une époque où l'accès au travail des autres, au travail qui a été fait historiquement est infini. Et vous pouvez travailler avec le principe du remix des gens qui composent de la musique électronique. À ce chapitre-là, je vous invite à écouter l'excellent docu sur YouTube qui s'appelle Everything is a Remix qui va vous montrer que finalement personne ne crée et tout le monde s'inspire. C'est en copiant, combinant et transformant qu'on crée des nouvelles choses, particulièrement à notre époque où il y a tant de choses qui ont déjà été faites et où l'Internet devient une espèce de matière première, finalement. Un exemple ici de photobashing, ça c'est une photo de soldat qui a été prise là, probablement sur Google et sur lequel on est venu sketcher à la tablette des éléments pour le transformer en espèce de cyber-soldat du futur. Puis c'est au point où on a de la misère à dire qu'est-ce qui appartient à la photo. On voit que le linge ici appartient probablement à la photo et ces éléments-là ont été rajoutés. L'arme aussi, on le sait parce qu'elle change d'une photo à l'autre, le casque aussi, mais il en vient difficile de dire qu'est-ce qui appartient à quoi. Donc si vous aviez, je ne sais pas, si vous étiez un manufacturier de casques pour l'armée, ben, vous auriez pu partir d'une photo et le dessiner dessus au lieu d'essayer de dessiner le personnage au complet. On en a un autre exemple ici. Donc ici, je pense que c'est du 3D mélangé avec du dessin à la tablette. Donc on voit ici, ça a l'air d'un rendu. Ça a l'air du dessin à la tablette. Ici, dans l'arrière-scène, il y a clairement du dessin à la tablette. Et on en vient qu'à pas savoir qu'est-ce qui appartient à la photo et qu'est-ce qui n'y appartient pas. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne feriez pas des intégrations de vos produits dans à partir de photos comme ça. Je veux dire, il y a un peu d'appropriation, bien sûr. Peut-être quelqu'un pourrait chialer en disant « Ah, ça, c'est ma photo d'origine. » Mais si vous êtes dans votre bureau en train de présenter un concept, il n'y a personne qui va dire ça. Là. Ici, excusez-moi, les images d'armée, là, malheureusement... dans le monde du concept art, il y a énormément de fusils et de pitounes. C'est un peu décourageant par bout, mais j'espère que vous pourrez changer ça avec votre pratique. Donc ici, encore une fois, là, ça semble être toutes sortes d'éléments qui doivent être pris sur des photos de porte-avions puis de bateaux militaires qui ont été collés là sur une photo de désert qui est vraie. Probablement que le premier plan ici, dans l'espèce de cache où se trouve le personnage, lui-même vient d'une autre photo, puis on l'a mis là sur un calque. On arrive à faire des compositions plutôt saisissantes de réalisme avec le Photobash. Même chose ici, là. Probablement que c'est un 3D du robot qui a été intégré dans une photo. Il y a des éléments qui n'étaient pas là, qui ont été sketchés. Là, on voit ici que le dessous du pont semble être un dessin. On en vient qu'à plus savoir qu'est-ce qui appartient à quoi. Là. Ici, on est plus proche de la peinture, mais encore une fois, c'est un mélange. Ici, ce personnage-là est peint, mais la texture de pierre cassée, d'herbe, ces éléments-là sur l'espèce de sphère proviennent clairement de tuyaux de ventilation glanés à gauche à droite sur Internet. Ça fait des compositions assez tripantes. Là. Même chose ici, on le voit dans les livres, dans certains éléments. La lampe ici, clairement, elle vient d'Internet, du moins d'une photo. Même chose là. Même chose dans cette composition-là. Donc c'est un peu de ces techniques-là qu'on va s'inspirer pour le travail à faire dont je vais parler bientôt. Là. Ici, on a un artiste vraiment de haute voltige là, qui fait vraiment, là, c'est difficile à dire en fait. C'est un mélange de 3D, c'est un mélange de dessin à la tablette. Il y a clairement des éléments qui viennent de photos là-dedans. C'est assez hallucinant comme résultat. Là. Le mix média, vous pouvez aussi travailler avec toutes sortes d'autres logiciels dont on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant dans votre bac. Mais
combinez vos compétences. Apprenez pour ceux qui trippent là-dessus, là, apprenez d'autres logiciels de 3D, plus du type animation. Vous allez pouvoir utiliser ça pour pousser vos compétences vraiment plus loin, là. ZBrush, Cinema 4D vous permettent le ZBrush, c'est vraiment comme de la sculpture, comme si vous faisiez de la terre, là, mais en 3D. Cinema 4D est un logiciel d'animation et de rendu pour le cinéma. 3D Studio Max en est un équivalent. SolidWorks PhotoView, mais vous pouvez aussi partir de photos. Par exemple, là, vous pourriez trouver des éléments chez vous qui vous intéressent puis faire une espèce de kit bash, là. Ici, ils l'ont utilisé pour faire une maquette, mais vous auriez pu prendre ces éléments-là, les coller ensemble avec du tape puis venir en prendre une photo puis venir le calquer pour vous inspirer dans vos créations, là. Des fois, on s'assoit devant notre ordi, devant une feuille blanche de Photoshop, puis on attend que l'inspiration vienne, puis elle vient pas, là. Mais regardez autour de vous, puis vraiment, là, combinez et appropriez-vous des trucs, là. Il n'y a personne ici qui va arriver et dire « Ah, mais là, ton vaisseau, là, j'avais un droit de propriété sur ma boîte de Choco Baby, là. T'as fait de l'appropriation avec ma propriété intellectuelle. Là. Personne ne le reconnaît. Là. C'est vraiment un point de départ. Donc, je vous encourage à vous inspirer de toutes les petites choses autour de vous qui ont des formes intéressantes. Vous pouvez aussi arriver et faire des 3D de base. Ça, c'est peut-être même un container qui a été ramassé sur GrabCAD, puis duquel sur lequel ils ont modifié le 3D pour ajouter des escaliers, puis où est-ce qu'on est venu colorer tout ça à partir de Photoshop, rajouter des dessins comme l'espèce de petit auvent, des choses comme ça, là. Vous pouvez aussi vous faire un 3D de base pour venir peindre par-dessus. Donc ça vous donne déjà une perspective, ça vous donne déjà des ombrages, des lumières de base qui vont vous aider dans votre coloration. Encore une fois, là, c'est une scène de film, là, ça, là, fait qu'on est dans les professionnels, là, mais c'est des techniques qui sont à votre portée, là, quand même. Là, je vous montre quelque chose de vraiment hallucinamment saisissant. Ça, c'est une job de 3D, puis la peinture, où est-ce qu'elle se trouve exactement? Bien, elle se trouve dans la texture. Donc, c'est un concept artist là, qui travaille dans le cinéma. On n'en vient qu'à plus savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, là. Le bateau ici est un 3D, fait sur un logiciel plus du type animation comme Cinema 4D ou 3D Studio Max, là, plutôt que Fusion ou SolidWorks, parce que ça vous donne plus de latitude. Puis la peinture, elle est dans l'application de la texture sur le 3D. Donc, tous les éléments de rouille, d'usure et tout ça, là, c'est de la peinture numérique, là. Ça donne des résultats assez hallucinants. Les photos de l'océan doivent être vraies, là, elles.